qu'on soit bien d'accord, un film c'est un film, 2 films c'est une duologie, 3 films c'est une trilogie. Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 7 des films du grenier. Cette fois-ci, je vais vous faire découvrir une trilogie et 2 duologies, des séries de films qui ne sont pas très connues et pourtant qui ont essentiellement été distribuées sur le marché de la vidéo, mais une duologie qui est pourtant passée en salle de cinéma, mais il y a quelques années de cela, même pas mal d'années de cela, et qui mérite le détour, et peut-être certains d'entre vous connaissent, mais pour les autres, eh bien, je vous invite à les découvrir. Alors tout de suite, c'est parti. On va commencer par une trilogie qui n'est pas très connue, voire quasiment pas forcément très réputée, voire même avec une sale réputation. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette trilogie, c'est celle qui est adaptée du roman de Ian Rad de 1957 qui s'appelle Atlas Shrugged. Atlas Shrugged est une trilogie dont le premier film fut réalisé en 2011 par Paul Janson, le deuxième film en 2012 par John Pooch et en 2014 le troisième film qui portera aussi le sous-titre de Who is John Galt, J. James Manera. Et qu'est-ce que c'est que cette trilogie? Tout simplement, nous sommes dans une société dystopique, spécifiquement aux États-Unis, et les ressources énergétiques classiques que sont les énergies fossiles, eh bien, sont taries, et évidemment la société qui dépendait énormément de ces énergies fossiles est obligée de se redessiner, de se réinventer, et c'est alors qu'interviennent des manias qui décident de reconstruire un réseau rapide de trains. Tout simplement parce que comme les avions, les voitures, les bus, étant donné qu'ils utilisent de l'énergie fossile, c'est-à-dire de l'essence, eh bien le train, lui, va utiliser tout simplement l'électricité. Et ils vont même développer un train rapide. Et ça va être évidemment une véritable compétition entre tout simplement les conservateurs d'une Amérique qui veut rester traditionnelle, ultralibérale, capitaliste, alors que les autres, eh bien eux, veulent tout simplement se débarrasser de l'autorité. C'est le principe du livre, même si dans l'aventure on suit l'histoire d'une famille de manias qui vont être à la tête de ce projet, mais il va y avoir évidemment des personnes assassinées. C'est une des filles de ce mania qui va reprendre l'affaire, mais qui va découvrir qu'il y a un certain secret, et elle va essayer de découvrir ce qui se cache derrière véritablement tout l'aspect de cette aventure qui va la mener à être à la tête finalement de cette entreprise, mais et surtout essayer de découvrir peut-être un secret concernant une nouvelle source d'énergie, mais une nouvelle source d'énergie évidemment qui va remettre en question tous les empires qui se sont construits pendant ces dernières décennies justement sur les énergies fossiles, et qui essayent tout simplement d'utiliser les pouvoirs en place pour faire de l'influence, pour faire du lobbying, alors que dans le film, c'est très clairement une volonté de libéralisme absolu. On pourrait même dire que c'est un peu ce qui représente aujourd'hui les libertariens au niveau politique américain, c'est-à-dire l'idéologie de dire que chacun est à même de pouvoir s'autogérer et qu'on n'a pas besoin d'autorité pour cela. Alors vous comprenez qu'évidemment dans l'esprit, ce genre d'histoire, ce genre de principe, ce genre d'idéologie gêne considérablement. Mais on a quand même aux États-Unis certains hommes politiques qui sont assez friands de ce roman, de cette histoire, dont actuellement le président du groupe parlementaire au Sénat américain des Républicains, qui est Paul Ryan, qui est réputé comme étant un gros fan de cette histoire. Si vous avez l'occasion, donc il s'agit d'une trilogie, je vous invite à la voir. Vous remarquerez certainement que l'actrice principale qui joue le rôle de justement cette fille du mania de cette entreprise, l'actrice du premier film et celle du deuxième film n'est pas la même actrice, puisque la première actrice, dont le nom m'échappe, a refusé de continuer cette trilogie. Mais je vous invite donc à voir cette trilogie à l'occasion, si vous avez la possibilité de la trouver, parce que vous verrez que c'est un aspect à la fois il y a une histoire donc qui est la forme, mais dans le fond, vous comprendrez qu'il y a pas mal de sujets qui sont extrêmement dérangeants et qui même aujourd'hui pourraient susciter des sujets très intéressants pour développer certaines thèses pour certains étudiants. Deuxième série de films, aussi
tout autant particulière, c'est de Omega Code. Alors Omega Code, deux films, le premier date de 1999, réalisé par Rob McCarelli, et le deuxième de Omega Code, sous-titré Megiddo, réalisé par Brian Trenchard Smith, avec, pour le premier film, un ensemble d'acteurs dont les noms vous diront certainement quelque chose, même si ce n'a pas été de grandes stars pour certains d'entre eux. Vous avez Casper Van Dien, qui s'est fait connaître dans le fameux film de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Vous avez Michael York, vous avez Catherine Oxenberg, et également Michael Ironside. Michael Ironside, pour les connaisseurs, célèbre acteur et non des moins charismatiques. Et dans le deuxième film, ce seront Michael Biehn et Udo qui rejoindront Casper Van Dien et Michael York dans le deuxième épisode. Ce deuxième épisode qui date de 2001. Et pourquoi cette duologie est assez particulière? Tout simplement parce que déjà, sa production veut tout dire. Cette duologie a été produite par deux productions assez particulières qui sont Génération, généré comme 8 actions, et TBN. Alors TBN, pour les Américains, ça veut dire quelque chose. Eh bien, ce sont tout simplement deux sociétés de production qui sont issues d'un réseau de network de télé-évangélistes. Et oui, nous sommes là en pleine religion. Ces deux films sont tout à fait liés à toutes les... Alors, il s'agit d'une fiction sur l'apparition ou l'incarnation, on va dire, de l'Antéchrist. Cet Antéchrist va essayer de jouer sur des aspects de politique, va essayer de caresser dans le sens du poil les populations mondiales, et va essayer tout simplement de créer un nouvel ordre mondial, mais au bout d'un moment ça va finir par déraper, il va venir par imposer son nouvel ordre mondial par la force. Voilà en gros le scénario. Alors évidemment on est dans quelque chose d'assez ésotérique, d'assez religieux, mais ça mérite un peu le détour, ne serait-ce que pour bien rigoler, parce que sincèrement, en fait, cette duologie est véritablement catastrophique. Même parfois les acteurs, pourtant certains acteurs sont d'assez bons acteurs dans leur carrière, mais là, cette duologie, faut vraiment la voir parce que c'est assez... c'est une catastrophe. Et enfin, troisième série, c'est pareil, c'est une duologie, mais cette fois-ci, certainement que certains d'entre vous la connaissent. Je veux parler de cette duologie inspirée du roman de Sergei Loukhanenko, et qui a été mis en image par Timur Bekmambetov. Je veux parler évidemment de Night Watch et Day Watch. Ce sont deux productions russes, la première date de 2004, la seconde de 2006, et en gros c'est tout simplement une histoire de lutte fratricide entre le bien, on peut dire le bien, c'est-à-dire les Day Watch, et les mal, c'est-à-dire les Night Watch, qui par le passé se sont livrés une guerre sans fin et qui ont fini par se donner une sorte de contrat, une sorte de trêve, sauf que de nos jours, eh bien, les Night Watch, on va les appeler, vont essayer tout simplement de casser le pacte, on va dire, passé entre ces deux mondes surnaturels. Ce qui fait la particularité de cette duologie, c'est tout simplement, c'est que ça a été l'une des séries qui a été pour le cinéma russe un tremplin à l'échelle du cinéma international, et ce qui a attiré les regards évidemment d'Hollywood, et qui a fait que le réalisateur Timur Bekmambetov, eh bien, on a fini par être dépêché par Hollywood pour réaliser d'autres films aux États-Unis comme Wanted, et plus récemment, dont on a vu récemment d'ailleurs sa dernière réalisation qui malheureusement n'a pas été un gros succès, puisqu'on lui avait confié le remake de Ben-Hur. Si vous n'avez jamais vu cette duologie russe, eh bien je vous invite à vous précipiter, parce que sincèrement vous verrez que visuellement le film est très intéressant, le jeu aussi est assez particulier, il est à la fois, c'est pas un jeu aussi spécifique et aussi spécial que ne l'est dans certains autres cinémas, je pense par exemple au cinéma japonais, au cinéma thaïlandais, au cinéma parfois asiatique, mais là vous allez véritablement découvrir quelque chose d'assez nouveau, et si vous le connaissez, tant mieux pour vous, et c'est toujours l'occasion de les revoir. Voilà donc une trilogie et deux duologies
que j'espère vous a donné envie de les regarder, ne serait-ce qu'à la fois pour peut-être une certaine qualité ou vous instruire, à la fois sur le plan politique, sur le plan religieux et sur le plan du divertissement. Ce sont des séries de films à découvrir. Si vous ne les avez pas encore vus, eh bien je vous invite instamment et rapidement à vous les procurer pour véritablement enrichir votre culture cinématographique. Et d'ici là, eh bien on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Films du Grenier.